Bonsoir à tous, ce soir nous recevons Alexis Honesta. C'est parti. Bonsoir Alexis, comment vas-tu? Eh ben, ça va très très bien, malgré cette période un peu trouble, ça va très très bien. La santé, la famille, donc ça roule, tout va bien. C'est Et toi? l'essentiel. Ça va très bien, merci. Je suis très content de te recevoir. Vraiment, c'est un honneur vraiment de pouvoir te recevoir. Je suis hyper heureux. Donc ça va. Eh ben, Est-ce que je pourrais merci te... pour l'invitation. Mais je t'en prie, c'est vraiment génial. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, on va essayer de faire court. Alors, je suis Alexis Onestas, je suis le fondateur d'Omax Capital, qui rassemble toutes mes structures que j'ai pu créer seul ou dans lesquelles j'ai investi. Et je suis également prof d'économie numérique à la Sorbonne Nouvelle. Voilà, pour essayer de faire court, on va essayer de détailler ça un petit peu ensemble, je pense, Tout à fait. mais voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux de tes passions? Waouh, bah, la musique en premier, bien entendu, hein, c'est ce qui m'anime depuis tout jeune. Et je sais pas si c'est réellement une passion ou si c'est une vocation, une occupation, mais vraiment de plus en plus développer des business et voir des gens s'épanouir dans les business que je peux monter avec eux. Vraiment, ouais, on peut dire que ça me passionne. On peut dire que ça me passionne. L'entrepreneuriat, pour résumer, pour Ouais. avoir un terme un peu tout le monde. Ah oui, bah, c'est une passion, hein. Voilà. C'est une passion comme une autre, hein, forcément. Tant qu'on se plaît là-dedans et que c'est une chose qui nous anime, comme tu l'as dit, je pense que c'est une passion et c'est la bonne définition, j'imagine. Parfait, parfait. On parlait de musique à l'instant et quel est l'artiste pour toi vraiment, l'artiste suprême? Est-ce que tu en as un déjà? Vraiment un ou deux ou... Waouh. Toute musique confondue, Ouais, je pense que toute musique confondue, et je pense aussi parce que tu sais, quand tu connais les artistes, quand tu es un peu un contemporain, je pense que les mythes tombent un petit peu, tu vois, ouais, en plus aujourd'hui on a tendance en fait à connaître les artistes un peu plus parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., ben ça rapproche du public de l'artiste, mais pour moi, je pense que je citerais Bob Marley en premier parce que c'est quelqu'un qui a su, au-delà de la musique, développer une vraie, comment dire, une vraie conscience politique. C'est quelqu'un qui a vraiment changé la vie des gens, qui a lancé, créé, développé un mouvement qui est un mouvement culturel, religieux, psychologique, philosophique, tu vois. Donc ça va au-delà même de la musique. Donc ouais, ouais. Bob Marley, je pense qu'on peut aisément le citer et je pense que il, dans sa musique, il réunit pas mal de d'autres personnes. Donc je peux dire que Bob Marley, ça me parle quoi. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Voilà. C'est C'est à la fois une bête de scène comme certains, c'est à la fois quelqu'un qui aujourd'hui qui est devenu une marque comme d'autres, c'est quelqu'un qui a révolutionné un mouvement culturel comme certains. Enfin, tu vois, il réunit pas mal d'aspects assez différents que plein de personnes peuvent réunir chacun de leur côté. Donc, je pense que pour moi, ça peut être l'artiste. Pour moi, je peux le considérer comme l'artiste ultime. Ouais. ouais, ouais, je peux comprendre. C'est vrai que Ouais, il a quand même démocratisé une musique qui était quelque part plus une niche quelque part. Et aujourd'hui, je c'est sais que ça. moi, par exemple, mes parents vont écouter cette musique alors qu'ils n'écoutent pas du tout ce genre de musique, hein. Ma mère, c'est beaucoup C'est ça, plus tu les vois. classiques français. Et effectivement, Bob Marley est écouté par tout le monde et c'est ce qui est génial en fait. C'est ce qui est génial dans Et la puis, musique. venant moi-même des Caraïbes, ça me parle aussi le fait que entre guillemets, quelqu'un d'une petite île de la Caraïbe ait pu à ce point marquer le monde. Et ça ne peut être qu'un exemple pour moi. Quoi. Ouais, je comprends tout à fait. On va passer au gros de cette émission, donc qui est une émission qui a pour but partage d'expérience et de motivation. Donc moi, comme dit, je t'ai découvert sur des interviews sur différents réseaux sociaux, dont l'interview de Combini. Et j'ai trouvé vraiment que ton parcours était inspirant et que tu as fait preuve de vraiment de courage et tu as osé faire des choses que tout le monde n'oserait pas faire. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat, dans le fait surtout de vouloir
lancé ton premier magazine. Et bon, bah voilà, je vais te laisser peut-être raconter l'anecdote de comment tu as contacté l'une des premières grosses têtes d'affiche pour le premier numéro. Ouais, bah tu sais, en fait, aujourd'hui, les gens trouvent ça un peu surprenant, mais j'ai tendance, moi, à beaucoup relativiser un peu ce que j'ai fait, dans le sens où je n'ai rien fait d'autre que de suivre les préceptes du hip-hop, c'est-à-dire que ne pas réellement se poser de questions, choisir de faire ce que l'on a envie de faire, et surtout le faire soi-même à sa manière, et ne pas forcément tout de suite juger ce qu'on a à faire, juger ce qu'on est. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un magazine parce que les magazines rap de l'époque ne me convenaient pas. Je trouvais ça du haut de mes 16-17 ans, je trouvais ça un peu trop consensuel, je trouvais ça un peu trop, ça manquait un peu d'ardeur. Donc, bah, plutôt que de critiquer aujourd'hui, peut-être que le moi de 17 ans aujourd'hui aurait juste été sur les réseaux en train de dire ouais, ça c'est nul, ça j'aime pas. Voilà. Et ben aujourd'hui, bah, à mon époque, en fait, la règle était, bah, si t'es pas content, fais-le toi-même, quoi, tu vois. Et même si tu le fais avec tes petits moyens, eh ben, fais-le toi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à interviewer un peu les gars de mon quartier, les rappeurs, les danseurs, les taggeurs, les DJ, etc. J'aurais demandé un peu ce qu'il faisait. Et quand je t'ai interviewé, c'est avec un dictaphone qui traînait chez moi, qui devait être à mon père. Pareil, j'avais un appareil photo, mais tu sais, à l'époque, c'était les pellicules, tout ça, etc. Donc, tu vois, voilà, Ouais. c'était vraiment à la bonne franquette. Et donc, j'ai fait ça sur quelques mois. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, j'ai rassemblé suffisamment d'interviews que je tapais sous Word directement, mise en page un peu caduque. Chaque fois qu'on mettait une photo, voilà, ça décalait tout. Mais voilà, je suis arrivé au bout et puis ben, à un moment donné, il y avait quand même ce modèle, tu vois, de magazine en kiosque, qui étaient des grands magazines faits par des grands éditeurs. Et je me suis dit, bah écoute, comment ils font? Le sommaire, l'ours, etc., les crédits, les photos, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que le truc un peu récurrent dans tous les magazines, c'était d'avoir une tête d'affiche en couverture. Moi, j'avais fait un numéro spécial sur Épinay, donc je me suis dit, bah écoute, la tête d'affiche, c'est moi, ça s'appelle Bustaflex. C'est le rappeur qui a réussi à signer avec NTM, c'est le rappeur qui a réussi à sortir un album, c'est le rappeur qui a réussi à être disque d'or. Donc, je vais essayer de l'avoir, sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout C'est drôle parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est moi qui gère ce genre de choses avec les journalistes, mais à l'époque, j'avais pas du tout ces principes et cette manière de faire, ce savoir-faire. Donc moi, enfin, Épinay, c'est petit, hein, donc je me renseigne autour de potes, à savoir où habite Bustaflex, où est-ce qu'il vit, comment je peux le voir. Et je débarque chez lui et je lui pose la question, bah voilà, est-ce que tu veux faire une interview? Alors on se connaît pas ni moi. Il me dit, bon bah ouais, ok. Et il a eu l'amabilité d'accepter et de descendre directement en bas de chez lui pour faire l'interview. Et, et c'était incroyable, quoi, parce que, encore une fois, ce que j'explique souvent quand j'explique cette histoire, c'est que peut-être que du haut de mes 17 ans, s'il avait refusé de faire cette interview, peut-être que je me serais dit, ok, ben donc c'est ça en fait parce que c'est une star en fait, et peut-être que je me serais dit, ben ok, ben c'est ça le star system en fait, quand on vient leur faire de la publicité, peut-être que j'aurais été un peu aigri, tu Ouais. vois, s'il avait refusé, et que je me serais dit, ben c'est ça le star system, bon ben c'est pas la peine, hein, si je réussis pas à avoir Bustaflex qui vient de chez moi, c'est même pas la peine de viser les autres, et c'est même pas la peine d'essayer d'avoir les autres, mais il a dit oui. Et on a fait l'interview et j'ai réussi à boucler mon magazine et à le sortir avec mes propres moyens. Et c'était quelque chose d'assez fou, quoi. Et en plus, ça m'a donné après la force d'aller voir, franchement, sincèrement, n'importe qui. J'avais plus peur de rien parce que Bustaflex m'avait vraiment validé. Et au final, dans ce magazine-là, à travers les numéros, on a eu la chance de collaborer avec Joe Star, avec Cool Chain, avec Fab, avec Sully Céphile, pour qui j'ai travaillé après par la suite, avec Diams, toutes les personnes de l'époque, j'ai pu les rencontrer, j'ai pu les interviewer. Et franchement, il n'y avait aucun souci par rapport à ça, juste parce qu'en fait, Bustaflex m'avait validé, quoi. Donc, encore une fois, un grand merci à lui et je lui en serai toujours reconnaissant. Ouais, mais c'est vrai que c'est un super artiste. Bon, moi j'aime beaucoup, hein, forcément, c'est ma génération aussi, donc j'adore ça.
Et je sais que toi, t'as traversé un peu tout. Tu étais vraiment imprégné de la culture hip-hop, c'est-à-dire que de ce que j'ai pu Mhm. voir aussi par les interviews, graphe, rap, tout ce qui fait la Ben, culture. tu vois, encore une fois, hein, moi, à mon époque, c'était logique, quoi. C'est-à-dire que tu n'arrivais pas dans la culture hip-hop en tant que consommateur. C'est-à-dire, il y avait les auditeurs, il y avait les consommateurs, il y avait les fans. Mais si tu te disais vraiment de la culture hip-hop, tu te devais de faire quelque chose. Alors Ouais, après, tu n'étais pas obligé d'exceller. Tu n'étais pas obligé d'être le meilleur danseur ni le meilleur graffeur. Mais si tu te disais hip-hop et que tu n'avais jamais tagué sur un mur ou que tu n'avais jamais tapé une coupole ou que tu n'avais jamais allez, les seuls qui étaient un peu particuliers, c'était les DJ parce que c'était vraiment un vrai investissement financier, ouais. de temps, de savoir-faire, etc. Ça, c'était un peu particulier. Mais après, taguer sur un mur, danser un peu en club ou rapper avec tes potes, mais c'était pas de manière officielle, enregistrée. Franchement, à mon époque, quasi tout le monde l'avait fait. Mais c'est vrai que souvent, on entend, ouais, les gens confondent en fait le rap et le hip-hop. Le rap Mhm. qui fait partie du hip-hop en fait. Le hip-hop, c'est une C'est ça, culture, donc ça regroupe plusieurs choses, et le rap est une des branches de cette culture. Donc c'est c'est ça, important de le préciser exactement. aussi, parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de rap, ils disent oui, le hip-hop, mais oui, c'est pas exactement pareil. Ça fait partie, mais Exactement. c'est pas seulement ça. Et ouais, non, mais c'est c'est vraiment un mouvement vraiment qui parle à beaucoup de monde, et encore aujourd'hui. Bon, même si Mhm. je me retrouve moins dans, c'est peut-être dû à l'âge, hein, dans les artistes d'aujourd'hui que ceux que tu as pu citer, je pense que c'est normal aussi. Et tu soulevais, enfin, tu as prononcé le nom de ce lycée Phil, donc que Mhm. tout le monde connaît plus ou moins par certains de ses morceaux, mais qui est aussi, il me semble, le créateur de la marque Royal Wear. C'est ça, exactement. Et donc, tu avais travaillé avec lui sur cette marque, c'est bien ça? Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, après notre rencontre durant l'interview, j'avais en fait interviewé par rapport à la marque et par rapport à sa carrière. J'ai été en fait un peu plus tard travailler pour une autre marque qui s'appelle Urbanact, qui était à la base une société de street marketing, qui est une société de marketing, ça existe toujours. Et ils avaient monté, tu sais, à l'époque, il y avait pas mal de marques qui se montaient en même temps que Royal Wear. Il y avait Comate, il y avait Toi, il y avait plein de marques Ouais, il y avait comme ça, de Bullrot, rappeurs ou d'autres, il y avait etc. Bull Roth, etc. Voilà. Et en gros, donc lui avait monté Royal Wear. Et moi, je m'occupais de la marque Urban Act. Et sur un salon, on s'est croisés. Et j'avais vraiment fait du bon boulot pour cette marque-là, pour Urban Act. Et en gros, Sully m'a proposé, en voyant mon travail pour Urban Act, de le rejoindre au sein de Royal Wear. Et moi, ultra fan de la marque que je portais déjà en tant que client, j'ai pas hésité une seule seconde et on a passé 3 super années ensemble à, à créer tous les concepts possibles imaginables autour du vêtement, autour du parfum, autour de la presse. On a fait des tournées, on a fait des opérations spéciales, on a démocratisé pas mal de choses qui aujourd'hui sont vues comme des choses un peu normales, mais qui étaient super novateurs à l'époque. Il y avait le magasin sur 3 étages, il y avait les créateurs, enfin c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et ça a été une très belle expérience dans ma vie. Sully et moi, on est encore très proches aujourd'hui. Et voilà, Royal Wear, vraiment, c'était une période un peu magique parce que j'avais pas encore découvert réellement, enfin, indirectement avec Au Maximum, j'avais déjà entrepris quelque chose, mais là, j'étais vraiment salarié, donc je n'avais pas à prendre en compte tous les problèmes entrepreneuriales que Sully vivait au quotidien. Moi, c'était vraiment viens et fais ton boulot de communicant et kiffe avec nous, tu vois. Il y avait des studios à l'intérieur des bureaux de Royal Wear, notamment un jour on a fait un morceau avec Snoop Dogg, un autre Ah jour on oui, a fait un morceau avec, voilà, un autre jour où Lil Jon est venu récupérer des vêtements. Enfin bref, on a fait plein de choses comme ça, plein d'aventures extraordinaires. Et ouais, c'était une période super folle dans ma vie. Surtout que j'avais entre 20 et, je sais pas, ça devait être entre 22 et 23 ans, quelque chose comme d'accord. ça. Et bon, avant de te dire, même je finissais mes études et pour mon stage de fac, je me suis moi-même signé mon
crois que c'est quelque chose d'inédit, je crois. C'était moi, enfin, j'avais moi-même signé mon stage. Donc, D'accord. j'avais 2 signatures. J'étais mon propre, Tuteur. comment on dit ça, mon propre tuteur de stage. Donc, c'était assez drôle. Et après, quand j'ai expliqué ça à ma fac, j'aurais dit, bah, je suis désolé, hein, j'ai un emploi, c'est de la communication, je vais pas aller perdre mon emploi pour aller faire un stage. Donc, au final, je me suis pris comme ça. Et voilà, c'était magique. Il n'y a pas d'autre terme là-dessus. Et en plus, il y avait une émulation autour de Dia. En fait, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que il y avait beaucoup plus de. Aujourd'hui, le rap un peu a normalisé tout ça, mais à l'époque, et pas dans le mauvais sens du terme, mais il y avait beaucoup plus de clans en fait, sans que les gens s'affrontent. Hein, mais il y Ouais. avait vraiment les familles en termes de hip-hop. Par exemple, tu avais plus les gars du 95 qui étaient habillés en Dia, donc en Lacoste avec un pull Dia. Tu avais Ouais. les mecs du hip-hop qui étaient habillés en Royal Wear. Il y avait beaucoup de personnes de province, notamment du sud de la France, qui étaient habillées en Bulle-Roth, Ouais. donc plus vers Marseille, vers Toulouse, tout ça. Et non, franchement, c'était une belle époque, une belle émulation. Et surtout, ce qui était intéressant par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui, la norme veut qu'on soit habillé quand on est un rappeur en Gucci, en Fendi, etc. Ouais, ça a Et là, ce changé. qui était intéressant, c'est que c'était nos marques à nous, en fait. Mm. C'était des entrepreneurs internes qui avaient créé ça. C'était des vraies marques créées par des créateurs de la culture. Et j'en souviens, lorsqu'on avait clippé le morceau de Matthew Stone et Lord City aux Antilles, Cendrillon. et qu'il y avait, voilà, et Cendrillon, et qu'il y avait Matt qui était en total Royal Wear, et que le clip passait à longueur de journée sur différentes chaînes de télé, différentes chaînes musicales, c'était fou parce qu'il y avait vraiment une connexion musicale, vestimentaire, culturelle entre tout. Et aujourd'hui, je trouve qu'on laisse pas mal de marques qui ont rejeté souvent le hip-hop longtemps. On laisse beaucoup de marques s'approprier notre culture et je trouve ça dommage que les créateurs internes ne soient pas plus mis en avant. Justement, j'allais venir sur ce sujet. C'est vrai que bah, on voit maintenant que des grosses marques. Louis Vuitton, comme tu dis, Ouais, voilà. Gucci, Versace. Et c'est des gens, en fait, au-delà de seulement essayer de se détacher de la culture hip-hop ou autre, euh, choisissaient vraiment comment dire, je veux pas employer de mauvais mots, mais choisissaient vraiment leur clientèle pour dire que Ouais, non, voilà. non, mais tu peux le dire clairement. Moi, j'ai vécu ça parce qu'en fait, à l'époque où j'étais sur Hardware, j'étais pas que je suis vieux aujourd'hui, mais en tout cas, j'étais un jeune Parisien, un jeune banlieusard. Et clairement, je pense qu'on a tous plus ou moins découvert Lacoste avec Arsenic C'est ça. par rapport à notre génération. Et quand on arrivait chez Lacoste, alors moi perso, j'étais en baggy et en XXL, donc c'est pas des marques que je portais. Mais quand mes potes allaient chez Lacoste, clairement, ils n'étaient pas les bienvenus. C'est ça. Ils n'étaient pas les bienvenus, alors qu'au final, c'était des personnes qui consommaient peut-être beaucoup plus que le consommateur Lacoste lambda qui achetait son petit polo et qui rentrait chez lui. Moi, j'avais des potes qui avaient le total look casquette, survêt, Ouais, j'ai connu la beaucoup. totale, Lacoste, tu vois, banane, etc. Ouais, ouais. Et au final, c'était du chiffre, mais ils préféraient refuser ce genre de Ouais, consommateurs. D'ailleurs, pour info, ils ont quand même bien plus tard lancé des partenariats avec des rappeurs. oui. Bon, en l'occurrence, ils sont mal tombés puisqu'ils ont choisi J'allais dire, ils en ont choisi deux qui ont eu voilà, des Squall problèmes. Ouais, voilà Squall et Romeo Elvis, c'est ça. qui ont après eu des soucis perso. Et donc, en fait, mais en tout cas, ils ont pris beaucoup de temps avant de vraiment collaborer avec des rappeurs. Et parce qu'au début, en fait, juste, on n'était pas les bienvenus, quoi. Mais c'est Clairement, ça, quoi. c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis et c'est ce que bah, je voulais le dire exactement. Euh, et c'est peut-être en ça aussi que j'ai peut-être du mal à me reconnaître aujourd'hui dans le rap d'aujourd'hui. C'est que c'est des choses qui sont, bah, même pour moi, j'ai pas honte de le dire, inaccessibles. C'est-à-dire quand je vois comment sont habillés certains, et je pense à la jeunesse en l'occurrence, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de Matthew Stone par exemple. Je suis allé à son concert, je voyais en Royal justement et tout, j'adorais cette marque, hein. J'étais vraiment fan, et j'ai encore une casquette qui m'avait signée, elle est quelque part là, tu vois, donc pour te dire vraiment, j'aimais beaucoup cette marque, mais c'était accessible, c'est-à-dire que c'est sûr que c'était pas des habits de chez Auchan et Cora, donc c'était quand même de la qualité, mais on pouvait se le permettre, c'est-à-dire qu'on pouvait s'acheter et se dire, tiens, je suis habillé comme l'artiste que j'aime bien, ou comme... Et comme tu le dis aujourd'hui, ben, c'est très difficile. Et ce qui fait que ben, la Ouais, tu société... sais,
Après, moi je t'ai coupé. Moi, je trouve que c'est juste la société de consommation qui prend le dessus, en fait, sur ce genre de choses. C'est de l'investissement, mais c'est que du business, en fait. Et on le ressent, enfin, moi, je le ressens comme ça, en tous les cas. Les jeunes ne le voient peut-être pas encore, mais voilà. Après, tu sais, le rap, c'est vraiment un cycle dans les sociétés, tu sais. Et c'est un cycle qui suit l'évolution de la société. Et en fait, le rap a commencé par être très, 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 très bling, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, les premiers vraiment rappeurs étaient tous shine, tous avec plein de vêtements, de fourrures, de ci, de là, tu vois. Sans pour rien qu'il y avait Slick Rick et tout ce genre de rappeurs américains. Et après, peut-être que la première cassure a eu lieu avec Run DMC, Oui, qui se sont habillés comme des gangsters new-yorkais, c'est-à-dire voilà, habillés tout en noir avec des gros manteaux et des chapeaux. Et le rap est redescendu dans la rue à ce moment-là et a vraiment devenu quelque chose de street. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ont suivi ces trucs-là un peu plus tard, comme NWA, comme le rappeur new-yorkais, comme Wu-Tang, etc. Mais au final, il y a toujours eu en fait ce genre de cycle où on passe du bling bling parce que tu vois il y a eu Didi qui a ramené toute cette vague de oui, shiny suit, etc. Donc il y a toujours eu en fait cet équilibre et ce en même temps tu vois par exemple Mos Def, Talib Kweli sont contemporains avec un Didi et avec un Mace, tu vois. oui, Donc en fait c'est ce qui est un peu la magie aujourd'hui dans le rap et même dans le rap des plus jeunes, c'est que je pense que aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un rap pour tout le monde, tu vois. oui, C'est-à-dire, oui, il y a le rap qui passe à la radio, il y a le rap qui nous parle pas forcément à nous parce qu'on l'a passé à trentaine, donc au final, voilà, c'est plus quelque chose qui nous s'adresse directement à nous. Mais il y a encore des rappeurs, moi, tu vois, par exemple, je bosse avec des rappeurs comme A2H, j'ai bossé avec Alpha One. ok. Dernièrement, il y a l'album de Jazzy Bass qui est sorti. Il y a encore plein de rap et de l'essence du rap comme nous on l'a connu, qui existe encore et avec des rappeurs qui sont pas forcément. Il y a Dean Burbigo, il y a vraiment plein d'artistes comme ça. Il y a Jossman, tu vois, il y a plein d'artistes D'accord. comme ça qui ont gardé cette essence du rap et qui je pense, tu vois, sont pas du tout dans cette veine bling, mais comme à l'époque, quand tu écoutais que Skyrock à l'époque et que tu déplaçais pas que tu lisais pas les fanzines et que tu n'allais pas dans les vrais magazines, dans les vrais magasins qui vendaient des vinyles ou qui vendaient des mixtapes, bah au final tu pouvais passer à côté de tout ce rap, tout ce vrai rap entre guillemets. Et si tu écoutais uniquement ce qui passait à la radio. Mais C'est aujourd'hui, ça. c'est un peu pareil, sauf qu'Internet est beaucoup plus fort qu'une radio. Donc au final, quand un titre passe, quand un titre fonctionne, bah, c'est un raz-de-marée Ouais, réel. Et les mecs qui font encore le rap comme on l'entend bah, sont moins visibles. Mais si tu vas diguer un peu, si tu vas fouiller un peu, il existe toujours. ouais, Et il ouais. existera toujours. De toute façon, il y aura toujours des mecs pour faire des 16 intéressants. Heureusement, heureusement. C'est vrai que bah, moi, vraiment, un des artistes de cette génération, moi, que j'aime énormément, enfin, j'aime ses textes et sa plume, c'est Nino, forcément. Ouais, Quelqu'un par exemple, ouais, tu qui vois. a beaucoup de talent. Après, il y en a d'autres, voilà, je vais pas citer de noms et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres Mhm. rappeurs, je trouve, qui font un peu tous la même sauce, en fait. Et c'est vrai que tu le disais justement, parce que moi, j'écoute, bah, par exemple, Skyrock dans la voiture. Souvent, bah, je Mhm. remets le CD, en fait, parce que oui, moi, j'ai encore le CD. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, parce que c'est trop, en fait, c'est trop. Après, je sais, enfin, peut-être que je me trompe, mais je crois que Skyrock aussi, aujourd'hui, choisit par rapport au nombre de streams, en fait. Apparemment, ce qu'ils ont fait en vue streaming ou en écoute streaming, plutôt, c'est choisi. C'est pas aussi simple, ça fait partie en effet des critères sélectionnés, même si ce sont pas le seul. Non, D'accord. moi, ce que je trouve vraiment dommage, tu vois, par exemple, ce que je trouve vraiment dommage à Skyrock, c'est, je suis pas moi contre cette radio, je trouve qu'il est super important de démocratiser un maximum le rap parce que si on reste une musique mise de côté, ben ça va toujours en fait être les mêmes discours. Donc moi je suis pas contre Skyrock, j'ai jamais été contre Skyrock, même à l'époque. Mais par contre peut-être que ce qui manque et ce qu'on avait à l'époque et qui était vraiment bien, c'était les émissions spé. Oui, Tu vois, à l'époque, Joey Star avait son émission, Tommy Bugsy avait son émission, Cut Killer a toujours son tout à émission, mais fait.
elle était beaucoup plus présente. Il y avait aussi, il y avait différentes émissions, comme il y avait bien entendu, j'ai failli oublier l'une des plus importantes, il y avait aussi Couvre-feu par Jackie et Lordissa et l'équipe, et Faya Dingue et tout. Et, voilà, je pense que c'est cet équilibre-là, peut-être, qui manque aujourd'hui, Ouais, d'avoir un DJ ou un vrai connaisseur qui vienne à Skyrock pour vraiment faire découvrir des choses qui passent pas en journée. Donc, pardon, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera dans quelques temps, peut-être qu'elle viendra pas. En tout cas, je pense que c'est ce qui manque, mais c'est bien quand même que le petit jeune qui n'a pas forcément de grand frère pour lui expliquer ce qu'est le rap puisse au moins s'introduire par cette musique, par le biais de Skyrock et ouais, tout à découvrir fait. des titres qu'il n'aurait pas forcément écouté, quoi. Tout à fait, tout à fait. On va revenir un peu plus sur toi. Donc, tu disais que Mhm. ben, l'entrepreneuriat, c'est une de tes passions. Et donc, je sais que Ouais. tu as plusieurs entreprises, dont Mhm. une qui a des locaux à Strasbourg, tu m'avais dit. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces différentes entreprises et surtout les différents secteurs du coup Ouais. que tu couvres? En fait, mon but en 2021, ça a été, euh, ça a été d'ouvrir un peu l'offre et d'ouvrir un peu le savoir-faire et mon panel d'activités. Parce qu'en 2020, avec tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui nous est tombé sur la tête, bah, je me suis rendu compte que mes deux premières sociétés, donc Au Maximum et Environnement, qui sont des sociétés de promotion et de community management autour du rap et des musiques pop, donc Au Maximum pour le rap, Environnement pour la pop, était en fait un peu trop, mon économie était un peu trop dépendante du bon vouloir de chacun, et enfin de mes clients en tout cas en Ouais, l'occurrence. Et je me suis dit, en fait, c'est un peu dommage quand même d'être aussi dépendant et aussi, comment dire, d'avoir autant de besoins au niveau de mes clients. Et donc, j'ai préféré, en fait, enfin, j'ai même pas préféré, j'ai décidé d'élargir un peu mon spectre et surtout que je rencontrais constamment pas mal de jeunes qui avaient cette volonté d'entreprendre, cette volonté de commencer quelque chose, mais qui ne savaient pas réellement par où commencer, qui ne savaient pas réellement comment faire. Et donc, j'ai monté une structure qui s'appelle Omax Capital et qui est chargée justement de structurer, d'organiser et de faire en sorte que, que ces rencontres deviennent, se transforment et se structurent et se concrétisent en société. Et donc, aujourd'hui, il y a Statistics, donc la société qui est à Strasbourg, qui s'occupe de marketing digital. Pour faire court, on s'occupe de toute la publicité digitale en ligne sur d'accord. Facebook, Google AdWords, Snapchat, etc. Pour les artistes. Il y a Cloud, qui est une société plus axée sur la danse et on espère dans quelques années sur le sport. On a commencé par la danse parce que c'est la chose qui est la plus liée à la musique, donc ça avait sens. Et donc on fait pas mal de DA, pas mal de placements de danseurs, pas mal de réalisations de publicité, voilà, avec ça. Il y a aussi le campus digital, qui est un centre de formation où on forme les futures personnes qui vont bosser avec nous au D'accord. digital, parce que c'est important de penser à l'avenir. Euh, il y a aussi donc environnement au maximum, je t'en ai parlé. Oui, Il y a aussi Omax Books. Omax Books, qui est en fait, ça c'est mon petit bébé, en fait, c'est une activité simple, je lis beaucoup de livres en anglais d'accord. et notamment des livres de personnes un peu connues ici, comme des rappeurs, comme des actrices, des gens du business, etc., de la musique. Et à chaque fois que les gens autour de moi voyaient ces livres, il y avait la même réaction d'attirance par rapport au fait qu'ils n'avaient jamais vu un livre au sujet de Rick Ross, de Taraji, de Common, etc., etc. Et en même temps, il y avait une sorte de rejet parce que le livre était en anglais. Ouais. Et que même mes amis bilingues n'ont pas je sais pas, la force, l'effort, je sais pas comment dire ça,
mais ne sont pas intéressés par lire un livre totalement en anglais. Donc, je me suis D'accord. renseigné, j'ai été à New York, j'ai rencontré des gens, j'ai signé des contrats. Et tout ça a donné la boîte d'édition aujourd'hui au Max Books, qui en fait est chargée d'acheter des droits, de traduire des bouquins et de produire, d'éditer des livres ici en France. Enfin, même pas ici en France d'ailleurs, de produire des livres en français dans le monde. Et l'idée, c'est qu'on a déjà sorti 2 livres. Donc, le premier de Issa Rae, qui est l'actrice d'Insecure, Oui. et le second de Common, qui est donc le rappeur de Chicago, oscarisé grâce à son titre Glory avec John Legend. Et donc voilà, donc c'est une super expérience parce que c'est vraiment déjà ça me ramène à mes premiers amours de papier, de fanzine, de livres, etc. Et surtout, la boucle est bouclée hein, maintenant. Et surtout, ça m'ouvre en fait un marché totalement différent parce que là, on est directement dans le B2C, vers le client en direct. Et c'est que surtout, après 20 ans de rythme musical qui est beaucoup plus, ce rythme-là est beaucoup plus rapide. T'as la première semaine, il faut sortir un album, tout de suite il faut que ça marche, il faut Ouais. sortir les clips, il faut sortir voilà, il faut des vues YouTube, il faut des streams, etc. Là, on est dans une économie un peu plus longue. Tu vois, on a les contrats pour une certaine durée. Un livre, en vérité, tu ne te poses jamais vraiment la question de savoir quand est-ce qu'il est sorti. C'est-à-dire que tu vois un livre quelque part, tu vas te dire j'ai envie de le lire, tu vas l'acheter. Tu Ouais. vois, le livre d'Issa Rae date par exemple de 2016. Nous, on va sortir en 2021 en français. En réalité, personne ne s'est posé la question de savoir depuis quand il avait été écrit ou quoi. Donc, en vérité, tu vois, ça a une durée de vie un peu plus différente. D'accord. Et voilà, et je crois que j'ai rien oublié. Je jette un petit coup d'œil. Ah oui, et si, un truc super important, il y a Hublot. Hublot aussi, qui est en fait, ça c'est aussi quelque chose que j'ai lancé, qui est un label afro-caribéen, Oui. spécifiquement, et qui s'occupe de développer des artistes afro-caraïbes. Que j'aime bien faire des choses utiles, et j'ai trouvé, après des années dans le rap et dans la pop, qu'il n'y avait pas forcément une nécessité d'avoir un énième label rap, un énième label pop. Et par contre, que je trouvais qu'il y avait un vrai manque en termes de label et de structure musicale euh, afro-caribéenne. Ouais. Et donc, j'ai lancé ce projet qui s'appelle Hublot. On D'accord. a fait un premier projet avec une artiste qui s'appelle Rachel Allison, D'accord. qui a fait un super morceau qui s'appelle Ma Petite avec Meryl. Ok. Et, euh, et c'est un super morceau qui dénonce les violences faites aux enfants. Et on a eu, aujourd'hui, on est à, je crois, 1,5 million streams. Donc, franchement, c'est super bien. On est Bravo. à Ouais. 2 millions sur le clip. Merci beaucoup. Et ouais, franchement, super belle expérience. Et on continue comme ça à développer différents projets. Voilà, donc ça va être cool. Et d'ailleurs, on est en train de négocier et de parler avec un entrepreneur qui se retrouve à Marseille D'accord. et qui aimerait en fait développer son activité, et on va essayer de lier un peu tout ce qu'on a à faire ensemble, notamment avec Au Maximum, vu que c'est vraiment un entrepreneur dans le rap. Donc il y aura peut-être des choses à faire en créant une branche Au Maximum dans le sud, alors quelque Ah chose ouais. d'un peu plus indépendant. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ah, on va Et c'est suivre super ça. cool qu'on puisse ouais, c'est super cool qu'on puisse échanger parce que Statistics de Strasbourg, j'avais jamais été à Strasbourg, hormis, je crois, pour une tournée à une époque. Mais là, donc, on a pris des bureaux à Strasbourg, et j'étais dernièrement, et c'est vraiment cool de pouvoir découvrir une nouvelle ville française. Et vous avez une très jolie ville à Strasbourg. Franchement, c'est Merci, super merci, agréable. merci. Bon, il y C'est en a super encore agréable. qui pensent que Strasbourg est en Allemagne, mais non, c'est bien en France. Tout à C'est fait. important de le Tout dire, à c'est fait. important de le dire. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que c'est quand même fou tout ce que tu as fait, tu vois. Enfin voilà, toi tu le réalises peut-être pas parce que tu l'as fait, tu vois, et que tu es toujours dans le courant, la tête dans le guidon, certainement, et toujours en train de faire des choses. Mais c'est quand même fou, en tous les cas, de ma position, waouh, respect. Merci. D'où te vient ce courage? C'est-à-dire qu'il y a forcément des moments où ça a été un peu plus difficile, je pense. Et comment t'es resté toujours motivé, toujours à aller de l'avant? Tu sais, moi, en fait, je pense que la chance que j'ai, c'est que je suis un grand admirateur depuis longtemps, avant même que ça intéresse le public, avant même que le public s'intéresse aux chiffres, aux producteurs et à tous les gens qui sont
derrière le rideau. Moi, je me suis toujours intéressé à ça, en fait. Je me suis toujours intéressé à Sébastien Farran, le manager d'NTM, à Kenzie du Secteur A, à Damon Dash, qui était l'associé de Jay-Z au départ, à plein d'artistes comme ça, à Didi, mais avant qu'il soit un rappeur, quand il s'occupait de Ouais, Biggie, etc. Ce genre de personne m'a toujours fasciné, beaucoup plus même que les stars en elles-mêmes, d'accord. beaucoup plus que les rappeurs ou que les chanteurs ou que les chanteuses, etc. Et en fait, la motivation vient du fait que je suis pas sûr dans ma vie d'atteindre un tel niveau, mais pour moi, j'en suis encore à même pas un dixième de ce que ces gens-là ont fait. Et c'est eux mes modèles, en fait. Je pense que de la même manière que certains ont été touchés par le foot ou le basket et se disent, même quand ils sont arrivés, par exemple, à jouer, pas forcément en D1, mais en D2 ou en Pro A ou en Pro B en basket, bah, par exemple, t'atteins pas encore ton niveau, enfin le niveau dont tu rêves, mais pour toi, c'est jamais assez parce que tes modèles, Ouais, tu vois, quand par exemple, pour donner un exemple concret, Michael Jordan a gagné 6 titres, et ben peut-être que LeBron James ou d'autres se disent j'ai pas fait autant ou en même temps ou 3 titres d'affilée, etc. Donc même quand tu as ouais, atteint le sommet de ton art, il y a toujours quelqu'un qui t'a motivé à faire plus. Et tu vois, dernièrement, j'écoutais un morceau de Rick Ross où il disait je suis le seul à l'avoir fait plus big que Master P, tu vois. ouais, Et quand Rick Ross se compare à Master P en disant ouais, je suis le seul à l'avoir fait plus big que lui, au final, tu sens quand même l'admiration qu'il a pour Master P. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui t'a. Et ben voilà, moi je pense que dans les périodes difficiles, dans les périodes de doute, dans les périodes où ça a été moins bien, où on a moins bien travaillé, dans les périodes où ça a été plus compliqué, et ben au final, je me suis dit que d'autres avant moi ont eu cette période compliquée. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter et d'être démotivé quand des modèles comme les miens, par exemple, je pense que tu sais, quand Biggie est mort, est-ce que Didi a arrêté? ouais, Tu c'est vois, vrai. d'un point de vue et personnel, d'un point de vue et personnel et professionnel, quand tu perds ton ami et en plus la plus grosse star de ton label, est-ce qu'il a arrêté? Non, il a continué. Quand C'est Jay-Z s'est séparé de ses associés comment dire, historiques, en l'occurrence Biggs et Damon Dash, est-ce qu'il a arrêté? Non, il a été encore plus fort. Tu vois, il y a toujours eu comme ça des choses qui ont prouvé qu'on peut se renaître et se refaire. Donc en réalité, tu sais, moi j'ai arrêté, par exemple, j'ai fait beaucoup d'événementiels. Pendant d'accord. 10 ans, j'ai fait des événements, des concerts, des soirées, à l'Élysée Montmartre, au Bataclan, au Stade de France, enfin bref, plein d'événements dans plein de catégories différentes, dans les musiques afro-caribéennes, dans les musiques rap, etc. Et en réalité, même des Jamaïcains, plein de choses qu'on a fait, plein d'artistes qu'on a fait venir en France et plein de choses qu'on a créées avec ces artistes-là. Et, euh, et en fait, quand j'ai arrêté l'événementiel, j'étais j'étais au top, c'est-à-dire que mon dernier événement, je pense que c'est un Bataclan de la soirée Hip Hop Love Soul qu'on organisait avec mon associé Didier, que je salue. Et le Bataclan était complet. Enfin voilà, moi le jour où j'ai décidé d'arrêter ça, c'est pas parce que ça ne marche plus, c'est parce que j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire de la communication, j'ai envie de monter une agence de communication et je me lance là-dedans. Donc en réalité, je pense que c'est ce que je dis souvent aux plus jeunes que je croise souvent à la fac ou même qui me posent des questions, c'est que l'idée c'est qu'il faut oser, quoi. C'est bête à dire, mais plein de gens n'osent pas de peur de se tromper, de peur de se faire juger, de peur de rater des choses, de peur de perdre des choses. Moi, sincèrement, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Bah, au pire, je peux arrêter de faire ce que je fais, tu vois ce que je veux dire, mais ça n'empêchera pas que j'aurai pas de regret au moins d'avoir essayé. Bien On sûr. a loupé des trucs, on a essayé de produire des compiles rap français qui n'ont pas eu un succès escompté. On a essayé de produire des émissions de télé, enfin des émissions des contenus audiovisuels sans se rendre compte que c'était vraiment un vrai boulot continu, etc. On a arrêté. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Toi, tu vois la partie un peu shine, mais il y a Bien aussi sûr. la partie des projets qu'on a arrêté, tu vois. Et en fait, bah, au final, tu fais autre chose et tu rebondis et c'est ça l'essentiel, hein, je pense. Mais c'est La important de le motivation. dire, hein. C'est ce que tu viens de souligner, c'est très important de le dire, de dire que, parce que souvent on voit ça même avec un artiste.
quand il est au summum, on dit, ouais, mais tu vois, regarde lui où il est. Mais on ne sait pas d'où il vient. Et souvent, on oublie C'est ça, ça, qu'il y a eu un chemin exactement. avant, comme tu l'as C'est ça. justement souligné. C'est qu'il y a des échecs parmi tout ça. On oublie que même certains des plus grands de ce monde, comme Bill Gates et d'autres, ont mangé Mhm. beaucoup de portes avant d'arriver à C'est être ça. quelque chose, quoi. Enfin, à vivre comme ils vivent aujourd'hui. Et quelque part, c'est vrai qu'on a toujours cette peur. Je pense que c'est humain, tout simplement, de perdre quelque chose, mais il faut jamais oublier aussi qu'on ne peut pas perdre ce qu'on n'a pas, en fait, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc, C'est vrai. après, aujourd'hui, je pense comme ça, il y a quelques temps, je pensais pas encore comme ça. Effectivement, j'étais assez frileux aussi de tout ça, tu sais. Des fois, c'est le manque de confiance en toi, des fois, c'est plein de choses comme ça. Et quand tu réalises que de toute façon, bah, t'as rien à perdre au final, juste, tu vas peut-être avoir des regrets. Si tu le tentes pas, bah, tu essaies et Mhm. puis voilà quoi. Donc, mais Et c'est puis tu super. sais, moi il y a un truc aussi, je viens pas de je ne viens pas de cette génération où on lève des fonds, où on trouve des investisseurs, Ouais, où on pitch des idées. Alors c'est très très bien pour cette génération, c'est très très bien pour les gens qui savent le faire. Et moi-même je le fais aujourd'hui pour d'autres, tu vois. Mon associé par exemple sur Statistics qui était à Strasbourg gère plein de projets en parallèle, notamment des artistes. Mais en tant que société, il n'avait jamais monté une société comme on le fait aujourd'hui. Et donc, je pense que je lui ai fait gagner 4 ou 5 ans sur ce qu'il aurait réellement fait en termes d'entrepreneuriat. Donc, c'est très bien, on est très contents tous les deux. Mais par exemple, moi, j'ai toujours été très, très, très prudent parce que justement, je n'ai jamais, en fait, parié l'argent de quelqu'un d'autre, ouais, tu vois, avant de me lancer au maximum. J'ai commencé mon agence. Aujourd'hui, on a des structures, on a des bureaux, on a des employés, on a des contrats, plein de choses. Mais quand j'ai commencé, j'étais auto-entrepreneur, je travaillais de chez moi. Puis après, j'ai commencé à avoir pas mal de contrats, donc j'ai été prendre des bureaux, des petits bureaux. Mes premiers bureaux, c'était l'entrée d'un autre bureau. d'accord. C'est-à-dire quand l'autre société avait des rendez-vous, ben, en fait, les gens passaient à travers Ok, notre bureau. d'accord, ouais. D'accord. Donc, tu vois, voilà, donc on a vraiment commencé petit, et ensuite, après, quand on a eu un peu plus de sous, de trésor, et ben, on a été dans un autre bureau un peu plus grand, et au fur et à mesure, on était deux dans ce bureau. On était dans un bureau plus grand, mais on était encore que deux parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher d'autres personnes. Ouais, On faisait les contrats, et puis ensuite, après, on a embauché d'autres personnes, etc., et tu délègues. Mais dans ce cas-là, quand tu fais ce genre de choses, ça prend peut-être plus de temps, mais tu ne peux pas te tromper, en fait, parce que tu maintiens, parce que tu avances à ta vitesse. ouais, Alors oui, ça prend plus de temps que quelqu'un qui va lever 1 million, 2 millions et qui va s'installer dans des bureaux, mais tu sais comment gérer ta trésor, tu sais comment monter, et surtout, tu peux pas en fait tomber parce qu'au final, tu es monté au fur et à mesure. ouais, Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Tu vois, aujourd'hui, avec Hublot, on a signé une artiste pour le moment, on avance pas à pas. Avec les bouquins, bah, on a sorti un correctement. Tu vois, de A à Z, on a contacté nous-mêmes la FNAC, les librairies, etc., d'accord. etc. On a fait le truc petit à petit. Quand on a compris comment fonctionnait l'histoire, on a sorti un deuxième. Puis tu vois, là, on achète les droits d'un troisième, d'un quatrième, on est en train de traduire, on y va. Et à partir du moment où tu comprends en fait ton économie et où tu prends ton temps, en réalité, ce qui est stressant, c'est quand t'es pas sûr de toi et que tu vas voir des gens qui leur demandent 1 million, qui leur Ouais, demandent 100 000 euros, qui leur demandent 100 000 euros, et que là, tu vas parier l'argent des gens, ou alors quand tu prends toi-même un crédit pour faire quelque chose et que tu mises ta vie. Mais en réalité, moi, j'ai jamais entrepris comme ça parce que déjà, je sais pas le faire. J'ai pas d'accord. fait une école de commerce ni rien. Je sais pas même pas par où on commence pour lever des fonds. Et surtout parce que j'ai toujours fait de manière entre guillemets sécurisée malgré l'entrepreneuriat. D'accord. Donc il n'y a pas de risque, foncez et surtout d'un truc que je veux rajouter par rapport à ça spécifiquement, c'est que un truc qui me dérange un petit peu en ce moment, c'est les réseaux sociaux alors je suis 100% réseaux sociaux, je travaille Bien dessus toute sûr. la journée, c'est comme ça qu'on fait les choses, hein, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est les gens qui pensent plus aux réseaux sociaux qu'à la réalité. C'est-à-dire que, tu vois, comme j'ai dit souvent, si j'avais fait au maximum le fanzine sur les réseaux sociaux, enfin, si j'avais mis sur les réseaux sociaux à l'époque, qui n'existait pas, mais si j'avais mis comme ça sur les réseaux sociaux,
mais les gens m'auraient dit c'est nul, tu vois. J'avais 17 ans, 18 ans, il y avait des fautes, c'était en noir et blanc, c'était pas cadré, c'était par rapport à un magazine Ouais, qui était en kiosque comme l'affiche, RER, etc. C'était nul en fait, tu vois ce que je veux dire. je comprends. Mais mais la passion, mais le respect des gens pour ce que je faisais, qui était beaucoup plus concret qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand on est caché derrière les ordi, on peut dire un peu n'importe quoi. Mais ça a été très différent et certaines personnes font trop attention aux remarques d'autres et arrêtent des projets qui auraient pu être des super beaux projets. Donc c'est un peu dommage. Oui, c'est clair. C'est clair, N'écoutez, mais c'est clair. n'écoutez, ouais, n'écoutez que vous-même, c'est ça qui est très très important. Exactement. Ouais. Merci, c'est magnifique. Comme tu partages les choses, c'est super. Franchement, merci à toi. Franchement, Merci à toi. Merci à toi. c'était très important pour moi de te recevoir. Et je suis content d'avoir pu le faire vraiment. Et, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose sur cette partie, bien qu'elle était vraiment complète, hein? Non, je vais franchement foncer. Voilà, foncer et ne vous posez pas de questions. On a assez de problèmes comme ça avec tout ce qui se passe en ce moment, donc l'idée c'est de se faire kiffer un petit peu sur les projets perso. C'est juste, exactement. Et on passe au petit moment promotion, du coup. Alors bah, là, Hmm. c'est ton moment. Tu mets tout ce que tu veux en avant. Je te laisse la parole. Bah, en fait, déjà, le seul truc que je peux dire vraiment au public, c'est de se renseigner sur Omax Books, donc sur omaxbooks.com. On a 2 livres pour le moment, d'autres vont arriver par la suite. Et, euh, et après, ben, s'ils veulent en savoir plus sur ce que je fais, sur la manière dont je m'organise, tout ça, ben, mes réseaux sont tous à mon nom, Alexis Onestas. N'hésitez pas à me follow pour un peu voir un peu ce que je fais, comprendre ce que je fais et surtout si ça peut en... Moi, je suis très dans le partage, je suis pas du tout dans le fait de garder les informations, de faire de la rétention d'informations. Je suis très dans le partage par rapport à ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à, à me suivre et à me poser des questions. Souvent, c'est bête, mais souvent, c'est juste en ayant échangé avec des gens qu'on a pu créer des projets, créer des sociétés, lancer des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, tous les liens seront dans la description, donc n'hésitez vraiment pas. Moi, c'est comme ça, hein, je veux dire, moi j'ai vu une interview d'Alexis, je lui ai envoyé Voilà, un message exactement, sur voilà. Insta, C'est et ça. puis voilà, ce soir Voilà. on est là. Et franchement, je pensais pas, hein, je me suis dit, bon, ben, je tente ma chance. Et puis voilà, Non, donc mais après, il faut se remettre dans un contexte aussi. Tu vois, je pense que le Covid a calmé pas mal de gens. Ni toi ni moi ne sommes des chercheurs, des non, médecins, oui, tu vois, on est juste des personnes, tu vois, tout à fait lambda et normales, malgré ce qu'on peut faire, ce qu'on peut organiser. Donc en réalité, si en ayant juste monté des sociétés, je commence à snober X ou Y personnes, c'est qu'on n'a pas compris un peu ce qui est en train de se passer et les problèmes beaucoup plus grands qu'il y a au-dessus de nos têtes. Donc en réalité, soyons simples, tu m'as envoyé un petit message, on a discuté, on a tout à passé fait. un super bon moment. Ouais, Et c'est ça même l'essence. Et de toute façon, et à la base, c'est ça même l'essence. On a, toi et moi, vu l'arrivée d'Internet. Donc en vrai, il faut aussi se remettre dans un contexte. Ça sert à ça, en fait, aussi. Ça sert à exactement. échanger. On est chacun chez nous, on discute de choses qui nous passionnent et c'est ça qui est magnifique, quoi. Ben, en tous les cas, merci beaucoup à toi. Merci pour ta façon de penser. Merci pour ce partage, sincèrement. Ça me touche vraiment que tu aies livré tout ça. Et ouais, ouais, bah merci. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Top. Merci à toi. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour de nouvelles vidéos et surtout à suivre Alexis Onesta. Allez, à très bientôt. Merci.